La guerre, c'est bien, mais il faut préparer la guerre. Il faut mettre les moyens, il faut former l'armée, il faut réformer l'armée. Il faut avoir une diplomatie agissante pour faire face à l'enjeu au Getembo Kalelo. Le président Félix Tshisekedi est allé aux États-Unis d'Amérique. Tout a commencé avec les négociations au niveau de l'Afrique. On a vu Nairobi, nous avons vu avec l'Angola, on a vu pas mal des médiateurs africains en train de nous aider, chercher à nous aider à résoudre ce problème, à arrêter définitivement cette hémorragie. Mais à notre niveau, ça n'a pas tenu. Et finalement, nous sommes allés à Doha. Malheureusement, même au niveau de Doha, nous n'avons pas obtenu gain de cause jusqu'à présent. Mais il fallait compléter avec tout ce qui s'est passé avec Doha au début, des petites négociations de part et d'autre. Chaque partie était exigeant. Ça n'a pas tenu. On va se retrouver aux États-Unis d'Amérique. Je suis heureux d'avoir pris part le jour de la signature entre le président Tshisekedi et le président Kagame sous la médiation, bien sûr, des États-Unis, représenté par le président Donald Trump. Nazalaki Wanalakati, nous avons vu. Tout le Congolais, Nazalaki n'a espoir qu'après signature à l'accord, il y aura la paix définitive. Parce qu'il y a un monde de malheureusement, de notre retour, Ouvira est attaqué. Pourquoi Tshisekedi devrait aller dans les États-Unis d'Amérique? On s'entendait quoi? Venezuela, on va arrêter Kagame un jour. Pourquoi le président était-il parti là-bas pour chercher quoi? Quel est l'apport de cette diplomatie menée par Tshisekedi alors que les zones occupées continuent à être dirigées par lui? Merci beaucoup. Je crois que vous pouvez, tous ceux qui lisent les signes des temps, moi je suis chrétien, toi aussi, et je crois beaucoup à la prophétie, à l'esprit des prophéties. Tous ceux qui lisent les signes des temps, ils comprennent pourquoi le président Tshisekedi est allé aux États-Unis et non nulle part ailleurs. Dans cette dynamique de la guerre dans laquelle nous nous retrouvons, avec, avouons-le, je l'avais dit à ce plateau que l'ennemi était, je sentais qu'il était beaucoup plus préparé que nous. Il y a une année, que je l'ai dit, avec la possibilité d'acquérir une technologie plus moderne que la nôtre par l'Occident, la possibilité d'étouffer toutes les démarches diplomatiques et médiatiques au niveau international, ça on le voit. Le président n'avait pas de choix, d'autre choix, pour le bien de la RDC, de chercher une alliance constructive, une alliance basée sur un intérêt mutuel avec les États-Unis d'Amérique du président Donald Trump. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que les mêmes minéraux sur lesquels nous avons fait le deal avec les États-Unis, ce sont les minéraux pour lesquels, effectivement, le Rwanda a fait des deals avec d'autres États obscurs. Même pas obscurs, je ne parle pas de l'Union européenne. Il a signé un deal avec l'Union européenne pour fournir des minéraux, mais il n'en a pas. C'est-à-dire que ce deal a été fait sur base de minéraux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc la RDC, et ça c'est là où je vous dis vraiment, je ne sais pas quelle inspiration le président de la République a eu. C'est vraiment très intelligent d'avoir dit, au lieu que le Rwanda fasse ce deal sur ces minéraux et que ces puissances les soutiennent pour venir déstabiliser la République démocratique du Congo, mieux vaut que la RDC elle-même porte l'esprit des deals qu'il fait avec les États-Unis pour l'exploitation de ces mêmes minéraux, mais pas seulement au bénéfice des Américains, mais surtout au bénéfice de la République démocratique du Congo et des Congolais. Et c'est le travail qui a été fait. Je voudrais que les gens comprennent que, par exemple, BCA Mining, qui se trouve à Walikale, lorsque le M23 a progressé vers Walikale, il n'a pas réussi à atteindre la route BCA. Pourquoi? Puisqu'il y a une entreprise stratégique américaine, BCA Alpha Mine, et les intérêts des États-Unis étaient touchés. Puisque c'est cette usine qui est la troisième grande usine, qui est la troisième grande mine d'étain au monde, et donc la perturbation de l'activité de cette mine pouvait perturber l'offre mondiale de l'étain. Vous avez compris?
Et vous avez vu qu'ils n'ont pas réussi à avancer à partir de Walikale. Et qu'avec la stratégie, bien évidemment, de Wazalendo, qui les ont coupés de derrière, ils ont quitté la catastrophe. Walikale ne sachant pas. Alors, c'est-à-dire que si vous avez d'ici mining, par exemple, si vous avez à Walikale qui est le territoire le plus riche de la République démocratique du Congo, si vous avez une autre, par exemple, à Massissi, à Rubaya, qui exploite les coltas, si vous avez une autre qui fait le pétrole dans le lac Édouard, une autre dans le lac Albert pour le pétrole, si vous avez une autre grande entreprise américaine, par exemple, qui se lance dans la tourmaline, qui se lance dans l'or, à l'est de la République démocratique du Congo, moins de gens auront l'audace de venir attaquer cette partie du pays, comme vous le savez, qui fait partie des complots. Un complot qui n'est pas seulement rwandais, mais qui semble être un complot international. Donc, c'était très intelligent pour le président de la République de s'allier à un fort pour que cette fois-ci les minéraux soient exploités. Pas au bénéfice du Rwanda, puisqu'il le fait depuis 30 ans. Parce que les gens se disent, non, on vient prendre nos minéraux, mais on les prend tous les jours. Et ça va au Rwanda. C'est ça qu'il faut couper. Le président a cherché à imposer aussi la guerre des puissances. Aujourd'hui, il y aura une guerre des puissances. Le Rwanda est sous-traité par les Occidentaux, les grandes puissances du monde, mais les États-Unis aussi signent avec le Congo, les grands pays du monde. Donc, il y aura maintenant la guerre à ce niveau-là. Et donc, je voudrais vraiment saluer cette intelligence. C'est une stratégie. C'est une intelligence stratégique qui vous permet d'avoir à côté de vous un fort. Aujourd'hui, qui savait que les M23 allaient, quand ils ont pu ouvrir, ils avaient le vent à poupe, hein? À l'heure où je vous parle, le mythe était le petit message de Marco Rubio qui a dit « Nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. » Je crois que on ne parlerait pas le même langage, il serait à Kalini. Nanga a dit qu'ils ont été contactés par les États-Unis. En tout cas, si ça n'a pas été le cas, à ce moment ici, on parlerait, il serait à Kalini. Puisque, bon, je suis honnête de vous dire que sur la route, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir l'état de nous préparer ça dit pour le moment, ça veut dire que c'est-à-dire le Congo pour le moment, le Congo ne compte que sur les États-Unis. Je ne dis pas, je ne dis pas ça. Mais avec la logique qui nous est imposée sur le terrain, nous sommes obligés de compter aussi sur la diplomatie. Et je crois que ça a été bien fait, ce que le président a fait. Ce n'est pas que le pays a été vendu. Je voudrais bien dire aux Congolais que tous les autres pays, même la Chine, a signé des accords avec les États-Unis pour son industrialisation. Ça n'a jamais été la vente du pays. Tous les pays qui sont en train de se développer, même l'Europe pour se développer, ils ont eu un plan Marshall. Ça veut dire que les États-Unis les ont appuyés à pouvoir se développer. Ce n'est pas un péché pour un État de s'appuyer. Nous ne sommes pas les premiers à avoir signé avec une puissance pour nous aider à développer notre industrie minière et notre industrie agricole. Je suis ministre de l'Agriculture aujourd'hui. Je reçois beaucoup de délégations américaines qui disent, voilà, par rapport au corridor de mobilité qui est appuyé par les États-Unis, nous voulons aussi avoir de grandes industries agricoles autour. Et moi, je leur ai dit, bon, ça ne sera pas seulement la loi là-bas. Il faut que prenne la Lomami aussi, qu'il bénéficie aussi des externalités positives de cette action de la grande industrie minière qui va être développée. Donc, c'est une intelligence stratégique du président Tshisekedi d'avoir fait ce pas vers les États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'à travers cette intelligence stratégique dont vous venez de parler tout à l'heure, la guerre, la balkanisation est évitée et que c'est la fête d'une longue guerre des décennies? Je voudrais bien mettre une bémol. La bémol, c'est de dire aujourd'hui, il est évident que si nous gérons bien, je le dis très bien, si nous gérons bien cette opportunité de l'accord de Washington, nous pouvons éviter, dans les premiers temps, des déconvenus que nous aurions dû avoir du Rwanda. Mais la solution ultime, c'est que nous puissions profiter de cette opportunité pour construire une armée forte et professionnelle. Tant que nous n'avons pas les prétentions d'aller envahir notre pays. En tout cas, la RDC n'a jamais eu de prétention ni d'attaquer le Rwanda, ni d'attaquer le Burundi, puisque nous sommes autosuffisants, nous n'avons pas de problème avec les voisins. Mais nous devons construire à l'interne une force dissuasive pour que même demain, si Trump n'est pas président, que nous soyons capables de nous défendre nous-mêmes lorsque nous sommes attaqués. C'est très important. Profiter de cette opportunité
pour construire une armée professionnelle qui nous protège. Alors, mais il y a la mise en œuvre qui pose problème jusqu'à présent. Alors, au niveau de la mise en œuvre, je voudrais bien vous dire d'abord une chose. Dans le cas de la mise en œuvre, comme vous le savez, l'accord qui a été signé, elle a distingué deux processus. Le processus de Washington, qui est un accord que nous avons signé avec les Rwandais, et je voudrais bien que les gens le sachent, pour ne pas mettre d'amalgame. L'accord de paix signé entre nous et le Rwanda n'a rien à faire avec le deal économique que nous avons signé avec les États-Unis. Ça, c'était notre accord, c'était un accord économique. D'ailleurs, lorsque le deal était signé, le président Kagame n'était pas sur place. Voilà. Donc, il y a eu d'abord la première signature des accords de paix, ce qui a permis à Kagame de prendre part, tous on a vu, parce que moi j'étais dans la salle, le président Kagame, le président Tshisekedi et le président Donald Trump. À toi, ils sont signés devant la presse et il y avait d'autres chefs d'État africains, notamment le président angolais, le président Ruto et autres. Mais lorsqu'à la deuxième partie, il était question de signer maintenant les deals économiques, c'était le Congo et les États-Unis. Voilà. Le président du Rwanda n'a pas pris part. Et c'est ça l'amalgame que certains opposants essaient de créer dans les esprits des gens. J'ai même vu des évêques qui s'amènent. Ils parlent de Donald Trump. Ça n'a rien à faire. Il y a un deal entre les États-Unis et la RDC, comme il y a eu un deal entre la Chine et la RDC. Donc c'est pas oui, c'est pas question que d'amalgame. Alors maintenant le deal entre la RDC et le Rwanda, qui est un accord de paix entre les deux États, il y a des étapes à suivre à l'intérieur de cet accord. La première chose, c'est les CONOPS. Et je voudrais bien dire à tout le monde qui va m'écouter que les discussions internes sur les CONOPS sont très avancées. Par exemple, un des éléments de blocage pour ce qui concerne les CONOPS, c'est que, bon, il y a une carte que je voudrais que vous montre ici, sur le FDLR. Elle est importante. Très bien. On va c'est cette carte-là. Si vous voyez la zone occupée par les M23, à l'intérieur de cette zone, selon le rapport des Nations Unies, c'est à l'intérieur de cette zone que se trouverait, je l'ai dit bien, le FDLR. Et vous voyez, la zone qui est encerclée, c'est autour de la ville de Goma, notamment sur le volcan, entre le volcan Nyamulagira et le volcan de Nyiragongo. Et l'autre zone, c'est la zone de Boucha, notamment dans le Binza, où se trouverait, selon le rapport des Nations Unies, quelques poches de FDLR. Je dis se trouverait puisque vous voyez la carte, la première zone, elle est à quelques mètres du Rwanda. Et puis pour vous dire que le Rwanda a réussi à aller occuper Uvira et laisser à côté de sa frontière des poches de FDLR. Est-ce que c'est des vrais ou des faux? Ça, c'est un problème. Alors que lui, il est à la recherche de FDLR. Lui, il est à la recherche de FDLR, il est à Uvira trop loin là-bas, alors que le FDLR serait à quelques mètres de sa frontière, dans les zones que nous avons achetées. Pour combattre ces gens, puisqu'il est dit que c'est les FARDC qui vont le faire, les FARDC ont besoin d'avoir accès à une zone qui va leur permettre de combattre ces gens. Et la seule zone de débarquement qu'ils ont, c'est l'aéroport de Goma. Est-ce que vous me suivez bien? Si, je vous suis très bien. Ça veut dire que pour que les FARDC attaquent ces gens-là, ils doivent d'abord occuper l'aéroport de Goma. Donc le CONOPS va certainement démarrer par le déploiement de FARDC à l'aéroport de Goma qui doit être réouvert. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. Je comprends. Donc, alors, moi, ma proposition, ça c'est moi personnellement. Pour que personne n'a prétexte ignorance, cette opération qui doit se passer autour de Nyamulangira et de Nyiragongo et dans les Binza, elle doit se faire conjointement avec les autres forces qui sont sur le terrain, notamment dans cette zone-là, puisque vous avez au nord du côté de Lubero les UPDF, l'armée ougandaise. Bon, les Rwandais, ils occupent la partie qui est concernée. Et les FARDC, comme ça, il fait une opération conjointe là-bas. On va voir si les FDLR existent là-bas ou s'ils n'existent pas. Comme ça, à ce moment-là, ça nous évite de retomber dans les prétextes. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a dit
moi, je vais appliquer les accords. Et je crois que c'est le message de notre gouvernement. Les accords qui ont été signés, on passe par la case du CONOPS. Nous, la RDC, nous avons des troupes qui sont prêtes, qui vont aller se battre pour vérifier si à ces endroits-là, il y a les FDLR. Et pour qu'ils se battent, ils ont besoin d'accéder à l'aéroport de Goma. Et cet aéroport, lorsque les FDLR seront déployés là-bas, ils vont devoir faire le travail correctement et nous ne sommes pas complexés. Si le Rwanda veut mettre des témoins pour l'accomplissement de cet accord, ils seront la bienvenue. On va le faire ensemble. Mais ça devient un blocage pour eux, puisque vous avez suivi quand le président Macron a demandé l'ouverture de la ville de l'aéroport de Goma. Même pour les besoins humanitaires, c'est le Rwanda qui a été le premier à dire non, nous c'est le M23 qui doit le faire. Vous comprenez? Donc la mise en œuvre, c'est pas de notre faute. Nous sommes disposés et nous allons le faire puisque les États-Unis nous demandent de le faire. Toujours de bonne foi. Elle est de bonne foi pour pouvoir appliquer. Et nous avons des troupes qui vont être déployées à l'aéroport de Goma pour faire ce travail-là. Donc ça, je voudrais vous le dire. Alors la deuxième étape de ce processus, c'était Doha. Nous sommes allés à Doha et nous avons signé le premier accord. Je voudrais bien ici profiter de ce moment pour dire que lorsque le président avait dit que moi je ne vais pas négocier avec ces gens, même s'ils arrivaient devant ma porte, les gens avaient dit mais non, il suffit seulement qu'il aille négocier, la guerre va s'arrêter. Je ne sais pas si vous comprenez. Si. Vous vous souvenez de ça? Le président avait bien prévenu, je crois que c'est lui qui avait raison. Il a dit ces gens n'ont pas besoin, ils ne veulent pas négocier. Ces gens ne veulent pas négocier. Ils n'ont aucun intérêt de négocier. Les gens ont dit non, qu'il aille négocier. Qu'il aille négocier, oui, il a accepté de négocier. On a signé un accord à Doha. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons signé et cessé les faits à Doha. Et le lendemain, ils ont attaqué Ouvira. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie de dire? C'est-à-dire que il faut le contraire de ce qu'on a signé. Et donc la médiation a demandé qu'ils quittent les zones qu'ils ont nouvellement occupées avant que nous ne puissions finaliser le processus de Doha. Et nous, on attend. Bon, on le voit bouger peu à peu, on attend qu'il bouge complètement. Comme ça, on va aller finaliser le processus. C'est-à-dire que le processus consiste, à bref, à trouver le mécanisme, comment tous ces rebelles vont être cantonnés, hein, ils vont être démobilisés, et c'est le processus là sur lequel on doit signer des accords. Est-ce qu'il y aura une ouverture politique ou pas? Ça, ce n'est pas à moi de le dire. Il faudra éviter de franchir seulement les lignes rouges. Ça, ce n'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire, mais bon. Dans un accord de paix, il y a toujours des compromis. Malheureusement, dans un accord de paix, il y a toujours des compromis. Et donc, nous, on attend qu'ils évacuent les zones, qu'ils retournent jusqu'à Kamanyola, et puis qu'on aille finaliser l'accord de Doha. Donc, la RDC, elle est clean, elle n'a pas de problème. Nous, on a signé des engagements devant le président Trump, et nous sommes engagés à les respecter à la lettre. Et donc, la balle n'est pas dans notre cas. Très bien. Et je suis très sûr qu'avec l'environnement international, les choses vont bouger. Les choses vont bouger, espérons. On verra comment les choses vont se passer. Mais peut-être pour terminer, l'opposition, de son côté, pense que seul le dialogue peut régler la question. Est-ce que vous partagez la vie? Alors, le dialogue est permanent. Le président de la République a dit à plusieurs reprises qu'il était vraiment ouvert au dialogue. Vous vous souvenez qu'il a rencontré Martin Fayoulou, il a demandé aux gens de venir rejoindre qu'on fasse le gouvernement d'union nationale. Donc, le président n'a jamais été opposé au dialogue. D'ailleurs, il a dit qu'il est prêt à accepter les initiatives qui vont être faites au niveau régional d'ici de suite. Ce que je voudrais dire aux Congolais, c'est que le dialogue, là, dans le format que les gens cherchent, le partage de postes, ne va pas résoudre la question de la guerre de l'Est. Je ne sais pas si vous me comprenez la nuance. Si on appelle Katoum sur la table, Fayoulou sur la table, on appelle je ne sais qui sur la table, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de la guerre de l'Est. La guerre de l'Est, c'est le Rwanda qui a ses objectifs. C'est déjà le dialogue, c'est déjà qui pousse effectivement puisqu'ils veulent avoir des postes. Ça, c'est pas un problème. Les pays nous appartiennent à tous. Tout le monde, si négocier avec le Rwanda, il faut imposer la solution. Tout le monde peut venir participer au gouvernement. C'est le pays pour nous tous. Mais on n'a pas besoin de tuer les Congolais pour ça.
Moi, c'est ça, ce qui m'écoeure, le trophée qu'on donne aux faiseurs de guerre, aux gens qui tuent les gens, et on vient les donner des trophées pour dire que voilà, tu as bien tué les gens, tu deviens ministre de la Défense. Tu as bien tué les gens, tu deviens ministre de ceci. C'est ça qu'il faut, éviter. Le dialogue, il est bon. Je crois que le président n'est même pas opposé au dialogue. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est de mettre fin à la guerre. Moi, je crois que si vous me posez la question, entre Doha et le dialogue politique qui doit être fait, qu'est-ce qu'elle est la priorité? Je vais vous dire, Doha, c'est la priorité, puisque ça nous permet de prendre des mesures de mise en œuvre, du démantèlement du M23. Ça, c'est plus urgent que d'aller partager le poste, puisqu'on peut le partager et ne pas obtenir la paix. La paix, ça c'est juste. Mais à cette allure, pour terminer, je pense qu'on ne peut pas espérer avoir des élections en 2028. Mais moi, je ne vais pas entrer sur ce schéma-là. Je suis très optimiste. Dans mon optimisme, je crois qu'on va mettre fin à la guerre. Avant 2028. Et je crois qu'on va organiser les élections en 2028. Oui. C'est la Constitution qui nous oblige de le faire. Après, la politique des calendriers qui dépendent de beaucoup d'événements, mais moi, j'ai l'espoir qu'on va arriver à 2028 et a déjà réglé cette question de la guerre et qu'on va aller aux élections sans problème. Alors, nous sommes un pays démocratique. Et c'est même ça que tous les pays de la région ont dit à Kabila quand il a fait le tour de tous les pays pour demander qu'on le soutienne dans sa guerre. Les gens ont dit, mais la RDC a fait des élections. On a un président qui a été élu par 73% des Congolais. Vous les combattez pourquoi? Il a toute la légitimité. Et puis Nanga a dit non, mais on dit, mais Nanga, c'est toi qui étais le président de la CENI. C'est toi qui as proclamé le président de la CENI. Tu ne les as jamais refusés. Donc c'est toi qui as installé le président. Comment tu peux chercher à démettre quelqu'un qui a été démocratiquement élu? Et donc tous ceux qui sont épris des bonnes pratiques de démocratie, ils croient que c'est pas opportun de soutenir quelqu'un qui fait la guerre pour le changement de régime élu démocratiquement. Un changement de régime qui a 5 ans, après il va se renouveler. Mais aussi avec plusieurs arrestations de certains opposants ici à Kinshasa. Il faut faire la nuance. Je crois que je n'entrerai pas dans le fond de cette question. Moi, j'ai été opposant. J'ai été arrêté aussi. Moi, j'ai fait une année en prison. Kabila m'a mis une année en prison. Député de mon État, on ne m'a même pas levé les immunités. Une année en prison. Je suis en train d'écouter les gens raconter des histoires, mais j'ai été soutenu. Je peux vous le dire clairement que quelqu'un comme Minakou, il m'a soutenu, il était président de l'Assemblée, il a dit on ne peut pas arrêter député pour avoir exprimé, même si j'avais dit que Kabila était le commandant de M23, mais c'était mon opinion. C'est pas ce que je voyais sur le terrain. Et aujourd'hui, les événements me donnent raison. Mais j'ai été soutenu par les gens qui ont dit en démocratie, la liberté de parole est là, il y a une procédure pour que les députés soient arrêtés. Mais malgré ça, je suis allé en prison sans qu'on ait levé mes immunités, et ainsi de suite. Je voudrais dire qu'il faut faire les distinguos entre les choses. Il y a des gens qui sont ici, qui sont en train de collaborer avec la rébellion. Daniel Savou était ici, non? Oui. Est-ce que vous saviez qu'il était en communication avec la rébellion déjà depuis? C'est maintenant lorsqu'il est arrivé à Goma que les gens se rendent compte qu'il est devenu M23, mais il était déjà M23 à partir d'ici de nous. Et donc, si la République arrête des personnes pour lesquelles ils ont des preuves, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons maintenant la cybercriminalité qui fonctionne ici, pour lesquelles ils ont des preuves électroniques que la personne est en train de collaborer avec les rebelles, je crois que ça, ce n'est pas une arrestation politique. C'est vraiment une arrestation des complots, mais après, je crois qu'il faut passer devant la justice pour établir si vrai ou faux, ils sont coupables de ce dont ils sont. En tout cas, moi, ce que je sais, je l'expérimente au Conseil des ministres, on n'a jamais eu un président autant démocrate que Tshisekedi.